Allez, c'est l'heure de l'invité du grand journal et c'est en Afrique que nous choisissons de rester pour tenter de suivre et de comprendre ce qu'il se passe dans l'est de la RDC avec notamment ce déploiement militaire dont on parlait tout à l'heure, déploiement burundais en RDC, Congo, mais aussi ces sanctions britanniques contre le Rwanda. Et c'est avec M. Mohamed Chkoundi, économiste et spécialiste de la gouvernance en Afrique que nous allons en parler. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, des troupes du Burundi continuent de se déployer dans l'est de la RDC, ligne de mire du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda. Comment expliquer ce déploiement des troupes du Burundi, professeur ? Nous savons que ce conflit commence à prendre bien évidemment une tournure régionale parce qu'au niveau de l'est de la RDC, il y a des pays qui partagent les frontières avec la République démocratique du Congo, à l'instar de l'Ouganda, à l'instar de Rwanda et Burundi. Donc nous savons aussi que 80% de la population de Burundi s'est formée de Hutus. Donc, et là, après avoir pris le contrôle de Goma au niveau de Nord Kivu, voilà que maintenant le M23 s'est avancé pour prendre le contrôle de Makuvu qui se trouve à côté de Burundi. Donc le Burundi, bien évidemment, qui participe déjà, c'est-à-dire les forces armées burundaises participent déjà au niveau des combats aux côtés de la RDC. Donc maintenant, nous voyons que le Burundi commence à se sentir menacé par cette avancée ô combien significative de M23. Donc il y a le Burundi maintenant qui s'engage dans cette guerre, ce qui lui donne une ampleur de plus en plus ou une tournure de plus en plus régionale. Donc ça veut dire que la crise qui n'a pas été gérée au niveau national et au niveau aussi des tensions entre le Rwanda et la RDC, voilà maintenant qu'il prend une tournure régionale, c'est-à-dire marquée par l'engagement de Burundi officiellement dans la guerre. Donc, alors vous venez de le dire à l'instant, professeur Chkoundi, le conflit prend une tournure régionale. Dans ce contexte, la communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté des États d'Afrique de l'Est viennent de nommer les ex-présidents kenyans et nigérians ainsi que l'ancien Premier ministre éthiopien comme facilitateur du processus de paix dans l'est de la RDC. Croyez-vous que leurs efforts en vue d'obtenir un cessez-le-feu seront vraiment pris en compte? On peut dire de prime abord que c'est déjà une bonne démarche, c'est-à-dire une belle initiative. À partir du moment auparavant, les deux communautés essayaient d'initier un processus de pacification de paix, de médiation, mais d'une manière éparpillée. Donc il y avait, c'est-à-dire il y avait un problème en termes d'harmonie. Donc après la rencontre récemment tenue entre la RD, qui a réuni plutôt la SADC et l'EAC, donc les deux communautés économiques régionales essayent d'harmoniser, c'est-à-dire leur approche, et donc c'est pour ça qu'ils ont nommé des médiateurs. Donc c'est une très belle démarche. Donc maintenant, quelle est la pertinence? Quelle serait la pertinence? Donc déjà, on peut dire que les deux communautés maintenant parlent à l'unisson. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que les médiateurs qu'ils ont nommés, est-ce qu'ils vont être capables de faire entendre raison aux belligérants? Parce que nous savons aussi que la crise est complexe. Ce n'est pas une crise qui est aussi simple que cela, surtout que les belligérants sont figés par rapport à leur position. Donc, on espère quand même qu'ils puissent jouer un rôle important, mais en l'état actuel des choses, je crois que les négociations sont bloquées pour les raisons que nous savons liées à la complexité de problèmes. Mais quand même, nous osons espérer, parce que c'est important aussi qu'il y ait un cessez, ne serait-ce qu'un cessez-le-feu. Parce que vous avez vu maintenant que les négociations menées à la fois dans le cadre de processus de Nairobi, de Luanda, sont à l'état d'arrêt en quelque sorte, sont bloquées. Et donc ce blocage explique un peu le regain de tension sur le terrain. Et donc oui, on espère que les médiateurs et surtout les figures qui sont avancées pour jouer un rôle dans les médiations, l'ancien président de Nigeria, qu'ils pourraient en fait impacter, c'est-à-dire les belligérants, qu'ils puissent un peu faire en sorte qu'il y ait au moins un cessez-le-feu et par la suite, c'est-à-dire des négociations. Oui, au moins un cessez-le-feu, professeur Chkoundi, parce que les combats dans l'est de la RDC ont fait déjà des milliers de morts, et ça, ce sont les chiffres de l'ONU. Les experts redoutent un embrasement dans cette région en proie à des conflits depuis maintenant 3 décennies. Oui, bien évidemment, parce que nous savons que c'est un conflit qui dure depuis longtemps.
Je viens de dire à l'instant que c'est un conflit très complexe. C'est un conflit qui a des raisons d'abord ethniques liées à un génocide qui avait été commis par le passé. Ce génocide, je le dis souvent, il a été géré par rapport au Rwanda. Il a pu guérir en quelque sorte grâce à une approche en termes de gouvernance, mais ce conflit a été externalisé, c'est-à-dire il a été exporté ou bien il a pris maintenant une ampleur régionale. Et il continue à faire des victimes au niveau de la République démocratique du Congo. On voit au niveau de l'Est, il y a des millions de réfugiés et maintenant ces crises, ces tensions, elles ne cessent aussi de générer des dégâts à la fois humains et matériels. Donc d'où l'urgence de trouver des éléments de réponse. Et en la matière, on peut dire que l'Union africaine, à son tour, malgré toutes les médiations, malgré les bons offices, malgré aussi sa volonté de mettre fin à ce conflit, l'approche n'est toujours pas pertinente en quelque sorte. Parce que si on n'arrive pas, tant qu'on n'arrive pas à mettre fin à un conflit, d'abord il faut être en mesure de le prévenir, le conflit. Mais quand on n'arrive pas à le prévenir, il devient réel, il devient ouvert, donc il faut faire en sorte que le conflit cesse. Mais donc là, jusqu'à maintenant, toutes les approches qui ont été initiées n'ont pas donné les résultats escomptés. De l'importance, parce que nous savons aussi, l'expérience nous montre que beaucoup de conflits en Afrique ont été résolus grâce, peut-être, j'ai envie de dire, à des retournements au niveau international, grâce à une pression de la part de la communauté internationale, grâce à un assèchement de l'aide, parce que l'aide, l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on le dit. Quand il y a de l'aide qui afflue de partout, ça encourage les belligérants à poursuivre la guerre. Mais quand alors justement, professeur, justement, vous parlez du nerf de la guerre, vous parlez d'aide financière et de la communauté internationale. Le Royaume-Uni a dénoncé une violation inacceptable de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la RDC, et Londres a annoncé suspendre son aide financière justement bilatérale au Rwanda, à l'exception des programmes britanniques destinés aux plus pauvres et aux plus vulnérables. Quel effet aura selon vous cette suspension sur l'économie rwandaise? Je crois que c'est bien parce que c'est une politique de ciblage en termes de sanctions, c'est bien, mais encore faut-il que l'on fasse attention à l'origine de ce problème. Et c'est-à-dire revendication de part et d'autre, c'est-à-dire des belligérants. Tant qu'on n'a pas compris, fait un diagnostic réel de problème, tant qu'on n'a pas mis en place l'approche qu'il faut, parce que c'est bien aussi qu'il y ait ce genre de sanctions par rapport à l'assèchement de l'aide, ou la réduction de l'aide, ou l'annulation catégorique, mais encore faut-il aussi qu'il y ait une approche pertinente, parce que le problème, il a des ramifications, le problème est complexe. Il est lié, je viens de le dire, au génocide, il est lié aussi parce que quand on voit ce que le Rwanda aussi, quand on essaie, il y en a qui reprochent au Rwanda d'intervenir dans la RDC, le Rwanda dénonce complètement, c'est-à-dire il refute complètement le fait qu'il est partisan de M23, mais de l'autre côté aussi, des pays comme le Rwanda, le Burundi, le Rwanda, il dit qu'il y a des menaces à ses frontières, au niveau de ses frontières, des menaces formées, c'est-à-dire matérialisées par le FDLR, c'est-à-dire des anciens membres de Hutu qui ont formé le FDLR, c'est-à-dire une force qui est hostile au Rwanda. Quand on voit au niveau de Burundi aussi, il estime qu'il est menacé au niveau de ses frontières parce qu'il y a des forces Tutsis qui sont issus de M23, qui sont maintenant stationnées, présentes, très proches de ses frontières. Donc, est-ce que le fait de diminuer l'aide publique au développement ou de faire des sanctions par le biais de l'annulation de l'aide, ça va aider à résoudre le problème? Je crois en partie oui, parce qu'au moins, ça va obliger les belligérants à revenir à la table de négociation, c'est-à-dire et à s'inscrire dans des approches de médiation qui sont déjà mises en place à la fois dans le cadre du processus de Luanda et le cadre du processus de Nairobi. Maintenant, on peut parler d'une fusion de ces deux processus parce que aussi bien la SADC que la UAC, ils ont décidé c'est-à-dire de dépêcher des médiateurs qui représentent les deux communautés économiques régionales. Voilà. Que l'on espère donc fructueuse dans cette région. Merci infiniment, professeur Mohamed Chkoundi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste de la gouvernance en Afrique.